Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, avec mon camarade Aurélien Fouillet, nous allons vous présenter l'historien Hervé Drévillon que nous avons eu la chance d'interviewer dans le cadre de la tenue du colloque Parabeino auquel il participera en juin 2023. Cette interview se décompose en deux temps. Une première partie est consacrée à la présentation du parcours professionnel d'Hervé Drévillon ainsi qu'aux publications qu'il a co-dirigées ces dernières années. Puis, une seconde partie est dédiée à la future intervention de l'historien sur la thématique du genre au colloque Parabeino. Je vous souhaite un bon visionnage. Hervé Drévillon est donc professeur d'histoire moderne et spécialiste de l'histoire militaire. En 1988, il obtient l'agrégation d'histoire, puis quelques années plus tard, il effectue sa thèse de doctorat à l'École des hautes études en sciences sous la direction de Roger Chartier sur le sujet « Lire et écrire l'avenir, astrologie, prophétie et prédiction dans la France du XVIIe siècle » qui a fait l'objet d'un ouvrage. En 2004, il est habilité à diriger des recherches sous la direction d'Alain Cabantou sur le sujet « Figure de l'homme d'épée au XVIIe siècle pour une histoire du geste et de la parole ». Voici une liste des nombreuses publications individuelles qu'il a pu éditer ces dernières années. Ainsi, par le biais de ses travaux, Hervé Drévillon cherche à comprendre comment la guerre et le fait militaire, avec les logiques qui leur sont propres, deviennent des facteurs sociaux, politiques et culturels. Il appréhende les spécificités du fait militaire en retraçant les dimensions tactiques, stratégiques et opératoires suivies par les grandes personnalités de l'époque moderne. La violence à travers les pratiques guerrières et l'appréhension de la guerre à hauteur d'homme sont également des questions traitées par l'historien. De plus, il a accordé une place toute particulière à l'étude de l'histoire militaire du règne de Louis XIV. Passons à l'interview. Une question d'ordre professionnel pour commencer. Vous êtes actuellement professeur d'université à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais vous avez aussi été directeur de la recherche au service historique de la Défense. Pourriez-vous nous parler de cette expérience ? Alors justement, quand j'étais en poste au service historique de la Défense, c'était vraiment un travail merveilleux parce que maintenant, le domaine militaire, donc plus généralement dans le ministère des Armées, eh bien, il devient très lié à une vraie méthode historique. Alors d'ailleurs, il y avait un principe finalement qui était appliqué et qui avait été formulé en 1835 par un ancien général de l'armée napoléonienne, c'était le général Pellet, et il était devenu directeur du dépôt de la guerre. Eh bien, c'était ce qu'on a à cette époque, c'était le service historique de la Défense, c'était vraiment le domaine des archives, mais aussi c'était aussi un domaine de réalisation de l'histoire. Et notamment ce général Pellet, il avait fait des publications d'archives. Alors, il avait dit, en introduction d'une publication, il avait dit « L'histoire militaire est soumise aux mêmes lois et aux mêmes devoirs que l'histoire générale. » Eh bien, ça, c'était vraiment très très juste. Et donc, alors, c'est vrai que après lui, pendant longtemps, il y avait justement, l'histoire militaire, elle n'était pas très bien historique, et maintenant, elle l'est devenue. Et donc maintenant, ça s'applique beaucoup, le principe qui a été formulé par le général Pellet. Et donc, c'était vraiment un très bon travail d'être directeur de recherche, parce que donc, au service historique de la Défense, il n'y a pas seulement la gestion des sources, il y a l'organisation
de colloques, de journées d'études, des publications. Puis il y a aussi la revue d'histoire des armées. Donc vraiment maintenant, l'histoire qui est produite là, c'est vraiment de la très bonne histoire. Hein, c'est très intéressant. Et donc moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et il y avait, et il y a toujours maintenant, un lien très important entre le service historique de la défense et le domaine universitaire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé là, il y a quelques semaines, il y a eu un phénomène très symbolique, c'était les états généraux de l'histoire militaire qui étaient organisés par le ministère des Armées. Et donc, il y avait vraiment, c'était très organisé par le service historique de la défense. Et donc là, c'était ces états généraux de l'histoire militaire, c'était une façon de faire le bilan de l'histoire militaire actuellement. Et donc là, vraiment, ce bilan, il a été très merveilleux. L'histoire militaire, elle est très bien traitée actuellement. Après avoir consulté l'ensemble de vos publications, nous avons remarqué que vous avez choisi d'écrire autant d'ouvrages individuellement qu'en codirection. Nous souhaiterions connaître votre point de vue sur le travail collectif. L'intérêt de travailler dans le domaine d'histoire militaire, il y a une bonne tendance quand même de traiter des sujets très, très larges. Bon, alors moi, je suis spécialiste de la période moderne, et alors plus particulièrement, en gros, de Louis XIV à Napoléon. Mais justement, quand on veut faire une histoire militaire plus large que sa spécialité, eh bien, il faut le faire avec d'autres. Alors, bon, par exemple, je prendrai deux cas particuliers que j'ai dirigé et co-dirigé. Alors, par exemple, le premier que j'ai co-dirigé, alors avec Olivier Vievorka, c'était l'histoire militaire de la France. Alors, pour faire l'histoire militaire de la France, évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul quand même. Hein, c'est un phénomène très, très vaste, hein, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Et donc, d'ailleurs, justement, Olivier Vievorka, lui, il est spécialiste de l'histoire contemporaine, hein, et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire militaire de la France, c'était 2 volumes. Et même, donc, moi, le volume vraiment que j'ai dirigé, c'était le Moyen-Âge et la période moderne. Et donc, là aussi, il fallait vraiment accueillir plusieurs personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire parfois des ouvrages collectifs. Alors, il y en a un autre encore plus large, encore plus ample, c'est la collection Mondes en guerre, chez l'éditeur Passé Composé. Alors, là, vraiment, c'est faire l'histoire mondiale de la guerre. Alors, vraiment, et puis d'ailleurs, l'histoire mondiale de la guerre, pas seulement depuis le Moyen Âge, mais même dans la période de la préhistoire. Parce que justement, il y a eu des phénomènes guerriers dans la période de la préhistoire. Et donc, là, vraiment, c'est vraiment un phénomène très, très vaste. Alors là, il y a eu 4 volumes de Mondes en guerre. Alors, bon, moi j'ai dirigé toute la collection, donc c'est moi qui ai choisi ceux qui ont dirigé chaque volume, et moi j'en ai dirigé un, toujours sur la période moderne. Donc voilà, quand on traite des sujets aussi vastes. Alors ça justement, c'est je trouve un très bon symbole justement de ce que évolue l'histoire militaire. Parce que pendant longtemps, quand même, l'histoire militaire, il y avait vraiment trop une concentration nationale. Hein. Quand on faisait l'histoire
d'une guerre, c'était toujours à partir d'une nation. Or, justement, il faut bien prendre en compte le fait que la guerre, c'est un phénomène international, c'est une relation avec plusieurs États, ou alors éventuellement plusieurs nations, etc. Bon, et donc justement là, ça fait partie aussi des éléments qui se développent dans le domaine d'histoire militaire. Le colloque Parabaino fait partie du programme de recherche du même nom qui a pour but d'appréhender les massacres, les violences extrêmes et la transgression en temps de guerre à travers les expériences grecques et romaines. Ainsi, dans une perspective comparée et pluridisciplinaire, le programme étudie la genèse de ces pratiques afin d'inscrire l'Antiquité dans la compréhension globale des génocides et des violences de masse. À la suite de la construction d'une base permettant de définir des choix méthodologiques et épistémologiques et de plusieurs rencontres scientifiques, le colloque vient clore ce programme. Il a pour objectif de créer un dialogue entre périodes et disciplines autour de 3 thématiques, l'identité, le sacré et le genre. Le principe retenu est d'alterner une communication sur l'Antiquité et une sur le monde contemporain. Vous trouvez ci-jointe l'affiche du colloque. Pour en savoir plus, je vous conseille de flasher ce QR code qui vous indiquera toutes les informations utiles sur son déroulement ainsi que sur les détails du programme. En ce qui concerne l'intervention d'Hervé Drévillon sur le thème « La mort des enfants de la patrie, de leurs fils et de leurs compagnes, le caractère familial et genré du sentiment de la violence des guerres révolutionnaires et impériales », elle aura lieu samedi 3 juin 2023 de 11h à 11h25 et fera ensuite l'objet d'une discussion de 11h30 à midi. Revenons à l'interview. Comment envisagez-vous la question du genre dans l'étude de l'histoire militaire ? Justement, prendre en compte la dimension du genre, eh bien, ça fait aussi partie des nouveaux phénomènes qui sont traités dans l'histoire. Alors, notamment, il y a eu pendant longtemps en histoire une tendance à considérer que le domaine militaire, c'était un domaine masculin. Mais, justement, c'est ce qu'ont montré plusieurs historiens, eh bien, même dans la période moderne, il y avait quand même une question de la place des femmes dans la guerre. Alors, et puis par ailleurs, les relations entre les soldats et les femmes. Alors, notamment, il y avait un phénomène de criminalité qui était très fréquent, c'était le viol. Donc finalement, la façon dont les femmes s'engagent quand même dans la guerre et la façon aussi dont elles subissent la guerre. Bon, mais par ailleurs, il y a aussi une question, il ne faut pas considérer la masculinité comme un phénomène qui va de soi. Le genre, ça n'est pas une évidence. Et donc, par exemple, je prendrai juste un petit exemple. Sous la Révolution française, comment on définit le soldat, et notamment ce que révèle la Marseillaise? Eh bien, ce que révèle la Marseillaise, ça définit le soldat comme un mari et comme un père. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Bon, et puis d'ailleurs, pendant la Révolution, il y a eu vraiment une tendance, une grande tendance très importante à considérer alors le soldat comme un citoyen, mais aussi le soldat comme un phénomène social qui était en relation avec sa famille.
Alors qu'on considérait sous l'Ancien Régime qu'il y avait une tendance à considérer que comme un homme devenait soldat, il n'était plus en relation avec sa famille. Donc, il y a vraiment une grande problématique aussi de définition du soldat comme un homme. Alors d'ailleurs, là, c'est une problématique qui vient très récemment d'être révélée par une de mes étudiantes, Laura Balzer, qui vient de soutenir sa thèse au début février sur la masculinité du soldat à la fin de l'Ancien Régime et dans la période de la Révolution. Eh bien, elle a montré que la masculinité, c'est pas seulement un genre sexuel, c'est aussi un phénomène social, c'est aussi des relations avec les autres hommes, les autres militaires, etc. Donc, vraiment, alors, justement, la prise en compte du genre, ça alimente beaucoup actuellement ce que je définirais l'histoire militaire. L'histoire militaire, c'est un phénomène combinatoire de beaucoup de facteurs. L'histoire militaire, elle n'est pas purement militaire. L'histoire militaire, elle engage des phénomènes sociaux, elle engage des phénomènes politiques, des phénomènes culturels, bon, et puis des phénomènes genrés, etc. Donc, justement, comme l'avait dit le général Pelé, hein, l'histoire militaire est soumise aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que l'histoire générale. Eh bien, l'histoire militaire, effectivement, c'est elle-même une histoire générale qui alimente plusieurs facteurs. Et donc, je définis l'histoire militaire comme un art combinatoire, c'est-à-dire une façon d'articuler différentes tendances, différents facteurs, différents caractères, etc. Voilà. Et donc le genre joue un rôle très important. Et d'ailleurs, après la période révolutionnaire et impériale, il y a eu effectivement quand même, dans la période de la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet, une tendance à définir le soldat comme sa relation avec des femmes. Par exemple, l'auteur Alfred de Vigny, eh bien, il avait réalisé l'histoire d'un officier qui avait mené tout son parcours de guerre pendant la période napoléonienne en relation avec une femme. Donc vraiment, hein, vous voyez, hein, c'est un sujet. Et donc, c'était en 1835 aussi ce qu'il avait fait ça, hein, Alfred de Vigny. Quels sont les types de sources qui sont mises à votre disposition pour étudier la question du genre? Pour étudier la question du genre, les sources sont difficiles parce que, bon, ça n'était pas un sujet qui était pris en compte et donc il n'y a pas un type de source concentrée sur ce sujet-là. Pour traiter cette question, il y a plusieurs types de sources, notamment au service historique de la défense. Par exemple, il y a les archives privées. Les archives privées, par exemple, c'était la correspondance d'un militaire avec sa famille. Et donc là, ça peut évoquer des cas particuliers. Il y a aussi les sources judiciaires, par exemple, pour traiter la question du viol des femmes, etc. Et même d'ailleurs des problématiques plus larges, hein, par exemple, bon, parce que notamment à partir de la Révolution, le droit de la guerre, il s'était inséré légalement dans le domaine français. Eh bien, justement, dans la façon d'attaquer les populations civiles ennemies, alors ça c'était contre le droit, et puis ça permet peut-être, hein, de ces sources judiciaires de traiter les relations des soldats qui auraient fait des délinquances et des crimes, hein, avec les femmes, mais aussi avec les hommes, etc. Et puis il y a aussi les archives, quand même. C'est ce qu'on appelle au service historique de la défense
la sous-série 1M, c'est la série euh, des, euh, des mémoires qui étaient produites à l'intérieur du domaine militaire, où il y avait des gens qui produisaient des mémoires de réflexion et qui l'envoyaient au ministère. Et donc là, il y a aussi effectivement dans ces sources, il y a certaines réflexions, voilà, bah, notamment par exemple, éventuellement sur le genre, des petits cas particuliers, etc. Comment traiter différents types de femmes, etc. Voilà. Et puis alors, ce qui est important, c'est que pour prendre en compte cette question, et d'ailleurs prendre en compte de façon générale le phénomène, la dimension sociale du domaine militaire, il ne faut pas traiter que les archives militaires. Il faut traiter les archives des archives nationales, des archives, notamment aussi quand même, bon, alors il y a les archives imprimées, hein, qui peuvent raconter des choses. Bon, alors maintenant, il faut tenir compte la particularité du rôle de l'imprimé quand même, hein, parce que l'imprimé, c'est un phénomène public, hein, donc c'est pas neutre. Hein. Bon, donc voilà, il y a beaucoup et puis il y a aussi, par exemple, là où on peut trouver quand même des phénomènes particuliers qui évoquent des relations sociales entre des militaires et des gens, eh bien, ça peut être aussi les archives départementales. Hein. Dans les archives départementales, il y a notamment des archives familiales, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une série d'archives qui serait vraiment spécialisée à ce sujet, mais il y a une très très grande diversité d'archives. Et notamment aussi les représentations, etc. Enfin bon, les représentations littéraires, iconographiques, théâtrales, enfin bon, voilà. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, là, je le révèle à partir du constat de la thèse que j'évoquais là, de Laura Balzer, eh bien, elle a traité une très très grande diversité d'archives. Hein. Étudier l'histoire du genre militaire, c'est vraiment prendre en compte une très très grande variété d'archives. Il n'y a pas de série qui serait totalement consacrée à ce sujet. Au contraire, hein, c'est un phénomène social, le genre, mais même aussi un phénomène individuel. Les relations, c'est pas un phénomène parfois qui est révélé socialement. Hein, ça peut être un phénomène individuel, la relation d'un individu avec le genre, etc. Donc voilà. Hein. Donc c'est un sujet, alors qui est très passionnant, mais alors qui est difficile, qui est difficile, mais aussi en même temps vraiment très, très glorieux de traiter parce que ça fait consulter beaucoup d'archives et puis ça permet de prendre en compte toute la diversité des facteurs de ce phénomène. C'est donc la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Hervé Drévillon d'avoir accepté de réaliser cette interview, mais également notre professeure, Mme Nathalie Baranlou, pour son accompagnement et ses conseils sans qui la mise en œuvre de ce projet dans le cadre d'une évaluation universitaire n'aurait pas pu être possible. Nous vous donnons rendez-vous à Reims, à la médiathèque Jean Falala, les 1er, 2 et 3 juin 2023 pour participer au colloque Paraveille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel du programme de recherche.